Hey guys, I'm in Amjago. It's like a small village located in the northwest of New York, and I've been invited to a marriage. It's called the Mozaraka. It's like a big, huge Mahor marriage, and I'm about to eat. This plan is about eating, and eating. Le tout premier Manzaraka auquel j'ai participé était le mariage de la cousine d'une cousine éloignée. Il a eu lieu au village de Amjago. Oui, je suis là. À votre service là. Oui, Manzaraka des. Sur la place sous le Faré, au bord de la plage. Très beau cadre d'ailleurs pour célébrer une union. 2 heures avant, j'ai rejoint mon amie chez elle à Amjago. Comme toujours, j'ai été accueillie avec de la nourriture, bata bata, kangé, de quoi me rendre hyper joyeuse, comme vous pouvez voir. Ensuite, nous nous sommes préparés avant de nous diriger vers la place de mariage du village, celle où se célèbrent habituellement les Manzaraka. Donc c'était peut-être vers 14 h. Là, les mamas finissaient les derniers préparatifs, donc décoration, disposition de la nourriture sur les tapis, tandis que les plus jeunes femmes, vêtues de leur plus belle tenue traditionnelle, maquillées, apprêtées, attendent qu'on les conduise à la place qui leur est assignée sur leur djavi. Donc un djavi, c'est un tapis. Un djavi, c'est un tapis. En Djibouti, on dit tsihi. Oui, à Mayotte, nous mangeons à même le sol, comme cela se fait dans de très nombreuses cultures africaines, asiatiques, orientales. Gain de temps, gain d'argent, ça épargne la location des tables et des chaises, ma foi, que dire. Si vous vous demandez où sont les hommes, eh bien, ils déjeunent à part, entre eux en général un peu plus tôt, comme je l'ai dit. Cela résulte d'une longue tradition musulmane, où les hommes et les femmes sont séparés lors de la réalisation de certaines activités. Aux alentours de 14-15 heures, les femmes et les jeunes femmes sont enjointes à gagner leur place autour de leur djavi. En général, une mama vous y accompagne, on s'assoit, on mange jusqu'à plus faim. On dispose en général une variété de mets traditionnels. Oui, tout ça c'est pour un seul groupe de personnes. Non, elles ne boiront pas tout. Puis vient le temps des cotisations, c'est-à-dire que toutes les personnes invitées à déjeuner sur un même djavi doivent cotiser. En général, on utilise un morceau de carton où on va épingler les billets cotisés par groupe de femmes. Il n'y a pas de limite quant au montant à donner, mais il est très mal vu de donner moins de 50 €. Évidemment, plus on donne, plus on est bien perçu par la collectivité, ce qui pousse les gens à donner le maximum de ce qu'elles peuvent donner. Vers 16 h, toute la nourriture doit être évacuée pour laisser place à la procession nuptiale introduite par des petits spectacles de danse. Les gens se répartissent la nourriture et les cajots de boissons. Puis des jeunes filles réalisent des chorégraphies. On fait venir la mariée, puis les dames dansent à la queue leu-leu en brandissant les pancartes sur lesquelles ont été épinglés l'argent, tout en s'approchant des mariés. Et en général, on cache la mariée sous un voile ou sous un chiromani, que sa beauté ne soit dévoilée au public qu'une fois arrivée sur le trône nuptial. Puis les invités viennent la saluer tour à tour et doivent s'acquitter d'une somme d'argent dont le montant est laissé à leur libre disposition. Mais encore une fois, plus on donne et mieux c'est perçu par les familles, le village. En général, la belle famille de la mariée est celle qui doit donner le plus d'argent. C'est le moment où la fête est vraiment à son apogée, les gens se lâchent, le groupe réservé pour la journée joue de la musique traditionnelle, les gens s'enjaillent, ils dansent, ils crient de joie, enfin c'est vraiment la fête quoi. On peut voir les mamas dans une joie dans laquelle on les voit rarement, hein, c'est-à-dire que toutes les frustrations du quotidien, toute la pression des préparatifs anxiogènes là, du mariage qui se relâche au moment de la soirée qui clôture le Manzaraka. Il va s'agir dans cette vidéo d'évoquer ce qui me plaît dans cette cérémonie, ce que ça représente pour les mariés, ce que ça représente pour la société. Je parlerai aussi des critiques que j'ai à émettre sur la manière dont ça se déroule maintenant et des abus en fait qui découlent de l'extravagance des célébrations de mariage. Et enfin, je parlerai de comment il est possible à Mayotte de célébrer des mariages qui soient conformes aux traditions mahoraises sans pour autant tomber dans les affres de la société de consommation, sans pour autant tomber dans une forme de compétition malsaine
à qui dépensera le plus d'argent, sans pour autant tomber dans le gaspillage d'énergie, d'argent, de temps, de nourriture. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh. Moi j'ai les moyens. Le petit on l'a mis sur la chaise. 2 hélicos d'Europe Assistance ils sont arrivés. Direct. Ils ont lâché des câbles comme ça. Ils l'ont accroché. Et c'est parti. Les gens dansaient. C'est mon argent. C'est moi qui ai dépensé. C'est mon argent. Attention, mais les gens ils ont dansé jusqu'à 10h du matin. C'était un lundi en plus. Je les ai éclatés. Mais pourquoi ils ont dansé jusqu'à 10h du matin un lundi? J'avais fait fériériser le lendemain. J'étais à la préfecture 6 mois avant, j'ai dit, dites-moi, lundi 8 août, c'est pas férié? Il m'a dit non, je lui dis, combien férié? Je t'en prie, combien? Il me l'a fériérisé. Et je les ai éclatés toute la soirée, mais cette soirée, elle a été à l'image de ma vie, de comment je les ai éclatés, leur montrer mon argent que j'ai gagné, que j'ai... Et je les ai éclatés. Je les ai éclatés. J'ai éclaté tout ce qu'il pouvait. Le seul truc, c'est que moi, je m'éclate pas, putain. On constate en fait qu'aujourd'hui, la cérémonie du grand mariage, du Manzaraka, a énormément évolué à Mayotte. Et mon opinion aussi, la manière dont je perçois aujourd'hui le Manzaraka aussi a énormément évolué depuis le tout premier Manzaraka auquel j'ai assisté donc à 14 ans. Effectivement, le tout premier Manzaraka auquel j'avais assisté à 14 ans, j'étais un peu émerveillée par tout l'aspect folklorique que je découvrais. Du coup, c'était la beauté des gens. La beauté des gens, les gens sont sapés comme Jaja, les gens sont coiffés comme Jaja, les gens sont beaux. Les gens sont beaux. Le jour du Manzaraka, les gens sont sur leur 51. Et ça, c'est beau à voir. On célèbre l'amour. C'est le moment où on célèbre l'amour, l'union entre deux êtres, entre deux familles. Quand on me parle de mariage, c'est à ça que je pense. C'est d'abord 2 personnes qui s'aiment et qui veulent s'unir pour la vie, entre guillemets. Pour la vie, en tout cas pour un certain bout de temps. C'est toujours ce que j'apprécie dans le Manzaraka, c'est-à-dire cet esprit de joie lors des célébrations, les rires et les sourires contagieux, l'esprit de fête, le partage de joie, de nourriture, de tout. Beaucoup aimé le Shigoma parce que je trouve qu'au niveau des rythmiques et tout, ça me fait beaucoup penser aux danses de Kofi et au Olomide. Là, je trouve que les hommes sont si gracieux quand ils le dansent en fait. Mon moment préféré, c'est vraiment le moment là avec les sifflets où tu as l'impression que les gens sont en transe au milieu et ils exécutent des pas de danse qui sortent un peu de la monotonie. Et des danses maoraises d'une manière générale comme le Gojo où c'est toujours un peu la même chose. Là, tu as l'impression que voilà, les gens sont un peu en freestyle. C'est ce que j'aime beaucoup dans le Shigoma. Et au niveau des percussions aussi, ça me fait penser au Goka, donc la danse guadeloupéenne là, et puis aussi aux percussions des danses traditionnelles africaines. Dans toute chose, il y a des choses positives et des choses négatives. C'est aussi le cas avec le Manzaraka et je trouve que ça serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui posent problème dans la manière dont on célèbre les Manzaraka aujourd'hui. Parmi les choses qui me dérangent dans le Manzaraka, premier point, et ça c'est pas le plus important mais c'est ce qui se passe en fait en amont du Manzaraka. En amont du Manzaraka, on a déjà des conflits au sein de la famille du marié et de la mariée pour se mettre d'accord sur voilà, le montant de voilà, qui va payer quoi, combien on va mettre dans la nourriture et pour la viande, quels ébus on va couper, etc. Juste à ce moment-là, au moment des discussions, ça peut être parfois très tendu. Déjà à 14 ans, j'avais remarqué donc la lourdeur des préparatifs, les préparatifs dans les rues. Et je me rappelle, c'était à l'occasion du mariage d'un de mes oncles. Toute cette foule en fait entassée dans les rues pour cuisiner, c'était un peu impressionnant. En mars 2014, je crois, c'est vraiment l'année où j'ai réalisé que vraiment, je ne voulais pas d'un si grand mariage pour moi. En mars 2014, on avait célébré le mariage de l'aînée de mes grandes sœurs. Cette année-là, j'avais vraiment ressenti le côté pesant et lourd des préparatifs parce qu'on devait donc contribuer. Et j'ai passé mon temps à être commissionnée à droite, à gauche. Les mamas qui te crient dessus, qui te parlent mal, qui t'insultent, qui te stressent. Va chercher ci, fais ça, mais tu sais pas faire ça. Bouge, sors de là, tu sais rien faire. J'ai tellement passé mon temps à être commissionnée à droite, à gauche que je n'ai même pas eu le temps de me poser un moment pour manger un bout. C'est-à-dire que la famille de la mariée, donc, qui est dans les préparatifs,
Elle est hyper sollicitée. Elle n'a pas le temps finalement de se reposer et de profiter d'une abondance de nourriture qu'elle a pourtant contribué et mis toute son énergie à préparer. En plus, en 2014, ma soeur avait vraiment tenu à faire la totale. Tous ces gens qui me disaient « Ah, la prochaine fois c'est ton tour, tu viens, la prochaine fois c'est ton tour !» Et moi j'étais en mode « Non, 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 pas intéressée, ça va aller, non merci !» Et je me rappelle avoir dit à ma mère hein, « Maman, profite bien, hein, parce que moi, je ferai pas ça, hein, c'est muerto, c'est mort, c'est mort !» La foule. Au bout d'un moment, en fait, en présence d'une foule trop nombreuse, je me sens mal. Et le problème dans le Manzaraka, c'est que la foule est effrayante, quoi. La place où on organise le Manzaraka est noire de monde. Il y a énormément de monde qui circule à droite à gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir de la famille qui vient du sud profond, du fin fond de l'ouest de Mayotte. Les liens, ils vont te dire oui, c'est la cousine de la grand-mère de ton grand-père, de voilà. Ils vont venir donc le jour du Manzaraka. Pas nécessairement avec des intentions bienveillantes, mais juste pour manger. Et deuxièmement, pour critiquer ce qu'ils ont mangé. Ah ouais, non, il n'y avait pas assez de canettes, il y avait 11 cajots, il aurait pu en mettre 12, franchement. T'as vu la sauce manquait de sel, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'elle est rapide, il n'a donné que 30 €. Zou ma titi zou. L'émission là où on a, je sais plus c'est quoi, 4 mariages, lune de miel, je sais plus quoi là, la compétition là des mariages, t'as toujours une fille qui va, ah ouais non franchement c'était dégueulasse, elle a tout mangé hein, c'était dégueulasse, t'as vu sa robe, ah elle était moche hein, franchement, son maquillage était mal fait, t'as vu là, tu as plein de gens qui viennent, mais pas forcément pour les bonnes intentions. Le mariage qui pour moi, à mon sens, hein, est quand même un moment intime. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de monde qui vient de partout? En général, on veut qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'il y ait beaucoup de monde à payer et donc qu'on ait beaucoup d'argent. Donc finalement, il y a un intérêt derrière, c'est même pas désintéressé. Donc moi, j'ai un problème avec ça. Et surtout, si j'organise mon mariage demain, j'ai envie qu'il y ait les gens de mon entourage proche. Je n'irai pas convier à mon mariage des personnes dont je n'ai plus eu de nouvelles depuis 10 ans ou 12 ans et qui sont dans des réalités quotidiennes qui sont complètement différentes des miennes et qui ne se soucient pas de moi, par exemple. Après, c'est moi, ma manière de voir les choses, mais visiblement Mayotte, c'est différent. En plus, en 2014, à la toute fin du mariage, on est allé chez une amie à elle. Et c'était là le moment où on allait compter en fait, le pactole qu'elle avait pu amasser. Et effectivement, c'est assez conséquent. Surtout qu'apparemment, le village de Msangamouji est réputé pour doter fort, pour doter beaucoup. Et donc les gens, lorsqu'ils viennent lors des mariages, ils donnent beaucoup d'argent parce qu'ils espèrent qu'un jour, lors du mariage de leur fille, eh bien, les gens seront aussi généreux. J'étais contente pour elle hein, quand elle comptait son argent et elle semblait être heureuse de la somme qu'elle avait obtenue. Maman était fière aussi. Et moi, personnellement, je me rappelle que ce n'était absolument pas quelque chose dont j'avais envie en fait. Surtout déjà à l'époque, je me posais la question de savoir si le coût des préparatifs en fait avait été compensé par le gain, ce que les gens avaient donné en venant la voir lors de la célébration du mariage. J'avais l'impression qu'il y avait tout cet engouement derrière le mariage, pas tant parce que c'est un moment de célébration de l'amour, mais plus par rapport au côté financier. On va faire un Manzaraka pour avoir de l'argent. Et je trouvais que ce discours était assez faussé, parce que finalement je trouvais pas ça rentable en fait. Si on dépense 20-30 000 € pour organiser le mariage et qu'on en récupère 20 000, voire 30 000, voire 40 000, bon... T'as gagné 20 000 €, je sais pas, enfin, je voyais pas la rentabilité du truc en fait. Outre les dépenses d'argent, il y a aussi la dépense d'énergie, la fatigue, le stress, l'anxiété, et puis le poids du je devrais aller au mariage d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel pour rendre ce que eux ont apporté comme contribution au mariage de ma fille. Je trouve que c'est un stress et un système de dette qui n'est pas rentable en fait. Et le gaspillage, donc le gaspillage, et j'avais évoqué le gaspillage de temps, le temps qu'on passe à faire des gâteaux, le temps qu'on passe à faire des salades, le temps qu'on passe à préparer de la nourriture pour tout un village, c'est dingue. Le gaspillage d'énergie, bien sûr ça fatigue de faire tout ça, on sollicite toutes les femmes de la famille, et souvent les femmes, bon les hommes aussi, mais beaucoup plus les femmes, pour cuisiner des marmites immenses de nourriture qui
ne sont pas goûtus, c'est-à-dire que quand on cuisine en aussi grande quantité, la nourriture n'est même pas bonne au final. Je veux dire, le gaspillage d'argent, surtout ça, l'argent qu'on dépense lors des préparatifs. C'est dingue, c'est une folie, c'est une folie. Et puis le gaspillage de nourriture, on peut se retrouver à jeter des quantités de nourriture immenses à la poubelle, alors qu'on est dans un contexte à Mayotte où des enfants sont mal nourris. Donc il y a un problème de malnutrition au sein de certaines familles à Mayotte. On l'a vu particulièrement durant le confinement, mais même en dehors du confinement, le seuil de pauvreté à Mayotte, se permettre de jeter autant de quantité de nourriture, je trouve ça extrêmement malsain. Après, on me dira que pour éviter ce genre de gaspillage, oui, effectivement, on distribue la nourriture qui reste, puisque de toute façon, il y en a trop. Autre chose, les boissons, les quantités de canettes, c'est une folie encore une fois, parce que pour moi, c'est même pas des canettes, c'est du diabète. Comme je le disais, culture musulmane oblige, pas d'alcool lors des Monzaraka, mais du coup, des cajots et des cajots et des cajots de canettes. Pour 6 invités, par exemple, sur un tapis, il y a 6 invités, et on va mettre 8 cajots de canettes, mais 8 cajots de canettes, dans lequel un cajot, tu comptes 30 canettes. Que vont faire les personnes avec 30 canettes? Enfin, je sais pas, c'est à ouvrir des commerces parfois, les quantités de canettes qu'on te met sur ton Javi, c'est une dinguerie. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais choquée. Je me dis, mais pourquoi autant? Pourquoi? Je sais pas, ce qui me dérange le plus, c'est le fait que j'ai l'impression que les Monzaraka ressemblent, dans son côté extravagant, aux mariages tels qu'ils sont célébrés au Congo ou au Nigeria, où il y a vraiment une influence de la société de consommation dans la manière qu'on a de show-off lors des mariages, montrer que voilà, j'ai l'argent, donc je vais faire la plus grosse des big fêtes pour épater la galerie et montrer que voilà, moi, je suis quelqu'un, je pèse et j'ai fait un bête de mariage. Ça fait peur en fait. C'est effrayant. C'est pareil un peu pour le Handa, c'est-à-dire que c'est un espèce de système d'investissement. Je viens de donner de l'argent et je te donne 100 et tu vas le noter dans un cahier. Voilà, un tel a donné 100. Et le jour du mariage de ma fille, comme j'ai donné 100 au mariage de ta fille, tu dois payer 100 au mariage de ma fille. Donc je trouve que finalement ça enlève la beauté en fait du moment qui est censé être un moment de fête pour célébrer l'amour entre deux personnes et l'union entre deux familles. Pour moi c'est un peu contradictoire, mais bon. Ce n'est que mon avis. Toutes les petites filles de maintenant ne jouent même plus à la dinette. Et voilà, on va refaire un mini Monzaraka. Enfin, elles grandissent dans cet espoir de faire un Monzaraka et on leur dit voilà, tu fais un Monzaraka parce que tu vas récolter de l'argent. Je ne compte pas le nombre de jeunes filles qui me parlent du fait qu'elles aimeraient plus tard, dans quelques années, même pas 3-4 ans, faire un Monzaraka parce que quand elles feront leur Monzaraka, elles gagneront possiblement beaucoup d'argent. En tout cas, c'est les discours dont elles sont abreuvées depuis leur plus tendre enfance par leur maman. Et parlons des mamans d'ailleurs. Finalement, ce mariage qui est censé profiter aux mariés, quoi, c'est leur moment, c'est quand même le moment où ils décident de se présenter au monde et au public et au village et à la société mahoraise comme un couple uni par les liens du mariage. Donc, un moment comme ça, normalement, c'est censé leur profiter. J'ai l'impression que le Monzaraka, ce n'est pas tant pour le couple, mais c'est plus pour les mamans. En fait, les mamans se sont saisies de l'événement, les mamans se sont saisies de ce fait de société et on en fait leurs petites choses à elles, leurs petites choses protégées, leurs petits caprices qu'elles vont exiger auprès de leurs filles à coup de pression ou auprès de leurs garçons à coup de pression pour avoir leur moment de gloire et se sentir exister dans la société et se sentir valorisé dans la société à travers le Monzaraka. Et je trouve que ce dévoiement en fait, du sens du mariage est un peu perturbant. S'il existe des Monzaraka aujourd'hui, c'est à cause des mamans. Et pas les papas qui harcèlent leurs enfants pour qu'ils organisent des Monzaraka, ils s'en fichent un peu. C'est plus les mamans, c'est leur moment, c'est les moments où elles se lâchent, les moments où elles dansent, les moments où, voilà, où elles montrent aux autres femmes. Ma fille, elle a eu 80 000 euros et la tienne 60 000 euros. Tu vois, nananère. Ma fille, elle a fait un mariage plus grand que le tien, nananère. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge sur la place des mamans dans l'invention de cette tradition, parce que pour moi, c'est une tradition inventée, dans le sens où le Monzaraka tel qu'il est célébré aujourd'hui n'était pas célébré comme cela il y a des années de ça, dans les années, je sais pas moi, 60, à Mayotte, on ne célébrait pas les mariages d'une manière aussi ostentatoire, d'une manière aussi extravagante, d'une manière aussi compétitive et exagérée. Enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus modeste en fait.
On faisait en fonction des moyens qu'on avait et on n'allait pas jusqu'à s'endetter pour pouvoir exister dans les yeux de la société et pour pouvoir frimer cette espèce d'acharnement et d'obsession qu'ont les mamans pour le Manzaraka, qui est devenu une réelle institution à Mayotte, au détriment d'autres institutions qui, elles, sont négligées, ou d'autres domaines, d'autres secteurs de l'économie qui, elles, sont négligées et qui pourraient être financés par nos fonds. Solidairement, de la même manière qu'on finance solidairement un Manzaraka, on peut créer une espèce de moussada pour impulser d'autres projets avec l'argent, plutôt que de le dépenser comme ça à des fins de m'as-tu vu, quoi. Deuxième point important qu'on néglige souvent et dont on parle peu, c'est la pression financière après le Manzaraka sur le couple et qui va agir sur la longévité du couple. C'est-à-dire qu'on va investir des sommes folles dans un Manzaraka pour un mariage qui va durer 2 mois. On va dépenser 40 000 euros, 50 000 euros dans un mariage qui va durer 4 mois. Parce que après, le couple a tellement une pression pour rembourser les sommes empruntées parfois pour organiser le mariage que la cellule du couple éclate et puis on aura fait tout ça finalement pour rien. Et on ne pense pas suffisamment à ça, mais énormément de couples autour de moi qui ont fait un Manzaraka et qui aujourd'hui vivent dans une situation de conflit et de tension permanente liée à justement cette pression financière. Ça crée même des situations malsaines où on va organiser un Manzaraka par stratégie en se disant même si je n'aime pas la personne, je vais me marier avec lui parce qu'il a de l'argent. À partir du moment où voilà, l'homme a meublé la maison, il a tout payé, la femme va se sentir légitime à l'expulser de la maison, quoi. Souvent, ça arrive aussi. Souvent, on va dire que voilà, la femme a organisé un Manzaraka juste pour avoir l'argent et dégager son mari après, alors que c'est la pression financière qui a fait que le couple a éclaté. Donc ce n'était pas par stratégie. Donc il y a les deux aspects. Les défenseurs du Manzaraka aujourd'hui soutiennent bec et ongles que voilà, le Manzaraka, c'est le mariage traditionnel. Les gens qui remettent en question le Manzaraka, ils remettent en question le cœur de nos traditions. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est une tradition qui a été inventée de toutes pièces par inspiration, j'ai l'impression, du Handa. Il y a des grands Comoriens, rectifiez-moi si je me trompe. En tout cas, le Handa en Grande Comore, sa célébration fait de la personne qui réalise le Handa un notable. Donc un homme qui ne fait pas le Handa ne peut pas prendre la parole en public, etc. D'où le fait que certains grands Comoriens, notamment en France, et j'en ai connu, des parents qui ont déjà 8 enfants, économisent toute une vie pour aller en Grande Comore faire le Handa. Je veux dire, faire un Handa à 58 ans, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Donc tu deviens notable à 58 ans pour mourir à 60? Je ne comprends pas. Ou des gens qui sont déjà mariés, qui ont 4-5 enfants et qui restent en France, qui économisent avec leur petit SMIC là toute leur vie pour venir tout dilapider dans le village juste pour se sentir exister dans le village de naissance où tu n'as pas vécu parce que tu as vécu toute ta vie en métropole. Donc personne ne te connaît en fait. Ils savent juste que tu es l'enfant de l'enfant de l'enfant d'un tel. Et tu vas te priver toute ta vie, empêcher peut-être tes enfants d'avoir accès à une certaine éducation pour venir faire ton mariage 10 ans plus tard. C'est quelque chose que je trouve profondément insensé. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça, vraiment. En plus, voilà, quand ça rentre dans des... Oui, on doit faire le Handa entre personnes du même village. Là, vraiment, on rentre dans le tribalisme et sectarisme le plus absolu. Et j'ai, encore une fois, un grand problème avec ça. On s'est inspiré d'une chose négative en fait, dont on n'a pas besoin à Mayotte. Je trouve que c'est une tradition qui tire Mayotte vers le bas. Quand on observe à l'échelle de l'île, l'énergie qu'on dépense à organiser des Manzaraka, là encore, le rythme s'est calmé avec le confinement, hein, mais auparavant, tous les week-ends, on va bloquer des rues, organiser des fêtes, pardon quoi. Ce n'est pas possible, ou alors les gens vont demander des jours de congé pour pouvoir faire des mariages sur une semaine. La société ne peut pas tourner autour d'un événement, c'est-à-dire le Manzaraka. Il y a d'autres points économiques à développer à Mayotte. Bon, j'avais eu des discussions un peu houleuses sur ça, sur Facebook à un moment, sur les Manzaraka. On m'avait dit oui, mais il y a toute une économie générée par le Manzaraka. Mais si c'est le Manzaraka abusif, excessif, extravagant, là, où on dépense des sommes non nécessaires pour frimer, eh bien, on peut s'en passer en fait. Les pancartes d'argent là qui sont exposées à la vue de tout le monde, alors qu'on sait que tu es pauvre,
C'est d'une aberration la plus complète. On veut exposer l'argent que de toute façon on n'a pas parce qu'on l'a emprunté. Et soit on l'a emprunté à la banque directement pour les générations d'aujourd'hui, soit on l'a emprunté à la famille, à la cousine, etc. Parce que de toute façon l'argent va être rendu. Il va être rendu lors du mariage de la cousine du cousin. On me dira oui, les traditions évoluent au fil des années, mais quand elles évoluent positivement, très bien. Mais pour les aspects négatifs du Manzaraka, je militerai pour un retour à la célébration de mariage beaucoup plus modeste à l'ancienne. Pas besoin d'inviter tout Mayotte à notre mariage en espérant obtenir un gain. On n'a pas besoin d'être dans la compétition et d'être dans la surenchère en fait. Pour moi vraiment là, aux Comores, on a tout un travail de réflexion à faire sur le sens qu'on donne au mariage, la place qu'on donne à la célébration du mariage dans la société, dans nos économies qui sont si fragiles. Pour moi, il y a un problème de priorité qui est effrayant. On ne peut pas mettre tout notre argent et investir tout notre argent dans la célébration de Manzaraka et de Handa. En Anjouan, je ne sais pas comment se célèbrent les mariages. Peut-être qu'ils sont plus modestes dans les communautés modestes, peut-être qu'ils sont plus fastueux dans les castes de Kabaïla là, qui ont de l'argent, mais je trouve que si c'est le cas aussi, que là-bas aussi on est dans la surenchère, il faut stopper. Il faut stopper et revoir nos priorités. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur les aspects négatifs du Manzaraka. Je sais d'ores et déjà que les haters, les rageux là, disent mais on a quand même le droit de faire ce qu'on veut de notre argent, c'est tout de même incroyable. Mais est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire quand on est sollicité pour cotiser lors de ces mariages? Et oui, ce n'est plus ton mariage, ça devient notre mariage. Donc, j'ai mon mot à dire. On arrive à un stade où on fait des prêts à la consommation. On fait des prêts à la consommation pour faire des Manzaraka. Et on ne finit pas nos maisons. L'argent du prêt, on pourrait l'utiliser pour finir nos maisons et les mettre en location, tirer un revenu. Et à la place, on fait des Manzaraka. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et le pire dans tout ça, c'est que même maintenant, les mafungizo, les fiançailles là où le halal prennent des allures de Manzaraka, de mini Manzaraka. Donc on dépense 2 fois des grosses sommes pour célébrer 2 fois un même événement. Yo! Si tu veux faire un mariage fastueux, donne-toi les moyens de financer ton mariage fastueux des 2 côtés. Ou si tu n'as pas l'argent et tu as un peu d'argent de côté, crée ton entreprise. Fais-la fleurir. Et dès qu'elle rapporte de l'argent, marie-toi. Là, si tu as l'argent de Bill Gates, tu peux inviter même tout le village, tu peux inviter tout Mayotte, tout Anjouan, tout Mouéli, toute la Grande Comore pour venir à ton mariage, si ça peut te faire plaisir. Si tu as l'argent, mais à partir du moment où tu dois emprunter dans ta famille ou auprès d'une banque pour financer, je sais pas, sois modeste, je sais pas. Moi, c'est mon avis en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai dit à peu près tout ce que je pensais sur Manzaraka. Je me suis basée essentiellement sur mes souvenirs et sur les témoignages de certaines personnes que je connais, des proches et des moins proches, pour faire cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, veuillez le faire en commentaire. Si vous avez des précisions à apporter, je dis des choses qui étaient erronées, sentez-vous libre de le mentionner en commentaire également. Voilà, je vous dis à dans 6 mois pour une prochaine vidéo. Allez, salut, peace. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Moi, je voyais une fête intime avec la famille, c'est tout. Tu sais quoi? Faisons-la au McDo, ça va être super. Imbécile. Grâce à Dieu, tu as bien réussi. On n'a pas toujours besoin de montrer. Arrête le coup, c'est trop. Ça va, ils ont travaillé, laisse-les. Ton père, il serait fier de ta réussite, mais pas fier de ton attitude.